Bonjour, donc je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire le bilan de mes lectures du mois de février et de mars. Donc il y en a pas mal, donc bon, je vais essayer que la vidéo ne soit pas trop longue pour pas vous décourager. Mais voilà, donc on va aborder un petit peu tout ça. Allez, c'est parti. Alors donc la première lecture que j'ai faite, c'était sur ma liseuse, donc qui est là. Et donc c'est le livre de Virginie Grimaldi qui s'appelle Chère Mamie. Alors donc en fait, quand j'ai pris ce livre-là, ça faisait un petit moment que je voulais lire du Virginie Grimaldi, puisque j'avais lu une nouvelle qui m'avait énormément plu. Et donc voilà, je suis dans ma liseuse, j'avais celui-là. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais essayer. Et en fait, je pense que c'est clairement pas celui par lequel j'aurais dû commencer pour découvrir l'univers de Virginie Grimaldi, puisqu'en fait ce livre-là est un livre très personnel. C'est un échange de correspondance entre elle et sa grand-mère, ou par le biais de cartes postales, de mails, voilà, elle raconte un petit peu le quotidien, donc les vacances, ce qu'ont fait les enfants, etc. Donc c'est un livre très personnel, où elle se confie. De ce que j'ai cru comprendre, c'est elle raconte un petit peu des moments de vie, mais en fait c'était sous mon blog, si j'ai bien compris, ou Instagram, et du coup en fait voilà, ils ont compilé tout ça pour en faire un livre. Donc du coup moi perso, j'ai pas du tout adhéré au principe de voilà des petits moments de vie. J'avais vraiment l'impression justement d'être sur Instagram, etc. Donc voilà, moi perso ça m'a pas ému, ça m'a pas chamboulé. Après par contre l'idée qu'elle écrive à sa grand-mère comme ça et tout, je trouve ça super sympa. Par contre pour donner des nouvelles et tout, donc ça je trouve ça top. Mais après voilà, comme je connais pas Virginie Grimaldi, je la suis pas sur les réseaux sociaux, etc. Du coup, j'ai pas plus d'affinité que ça, on va dire, avec son univers. Donc voilà, c'est clairement pas le livre que j'aurais dû donc choisir pour commencer à la découvrir. Donc voilà, bon, écoute, c'est pas grave, j'en lirai d'autres d'elle où ce sont des vrais romans avec des histoires et pas quelque chose d'aussi personnel. Et peut-être que quand je serai plus rentrée dans son univers, dans sa manière d'écrire, là peut-être que éventuellement Chère Mamie prendra tout son sens. Voilà, donc du coup, celui-là, clairement, si vous connaissez pas l'univers de Virginie Grimaldi, je vous le recommande pas, puisque c'est très personnel, voilà, puisqu'elle se confie. Donc du coup, voilà, il faut la connaître, je pense. Donc alors ensuite, j'ai lu celui-là, L'arbre du pays Toraja de Philippe Claudel. Donc c'est les éditions Stock. Alors celui-là, je l'ai piqué dans la bibliothèque de mon beau-père. Et donc en fait, c'est l'histoire d'un cinéaste qui perd son meilleur ami, qui meurt à la suite d'un cancer. Et donc en fait, ce cinéaste est à la moitié de sa vie, il a 50 ans. Et donc en fait, du coup, ça va être ce livre le moyen de faire le bilan un peu sur sa vie passée, sur ce qu'il attend, est-ce que c'est la fin de sa vie? Enfin voilà, il se questionne beaucoup sur son devenir, sur ce que la vie peut encore lui réserver. Voilà, il y a une femme dans sa vie qui fait partie du passé, il va y en avoir une nouvelle qui va faire partie peut-être du futur. Donc voilà, on est dans le questionnement avec lui. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Je l'ai d'ailleurs tellement aimé que je me suis posé la question de savoir si c'était même pas un peu autobiographique, parce que la façon d'écrire de Philippe Claudel, je l'ai trouvé vraiment très intimiste, et on a vraiment la sensation que donc la personne qui raconte, le cinéaste qui écrit donc la première personne, on est vraiment avec lui dans ses pensées, dans ce qu'il ressent. Donc je me suis vraiment demandé voilà si c'était pas Philippe Claudel qui au final avait un peu écrit sur sa vie. Voilà, j'ai pas trouvé réellement de réponse. Donc est-ce qu'il connaissait ou pas le producteur qui est mort donc dans le livre, est-ce qu'il le connaît ou pas dans la vie, est-ce que c'est un ami proche ou pas, je n'en sais rien. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture-là et toutes les questions qu'elle amène, voilà, par rapport à notre présence sur Terre, quand on a 50 ans, est-ce que notre vie est terminée ou pas, enfin voilà, toutes ces questions-là, j'ai trouvé que c'était très bien mené, très bien abordé. J'ai adoré la façon, le style d'écriture, donc vraiment, ouais, une chouette lecture pour moi. Ensuite, j'ai lu
Le silence des hommes de Christine Orban, des éditions Albin Michel. Alors ce roman, c'est l'histoire de Idylle, une femme qui rencontre Jean dans un parc. Donc ils ont juste un contact visuel. On sent déjà qu'il y a une sorte d'attirance entre les deux personnages. Puis en fait il se passe, voilà, ils reprennent chacun leur chemin et plus rien. 3 ans après, ils se retrouvent à nouveau, coïncidence, et là en fait va naître une histoire une passion entre les deux personnages. Ce qui est fort dans ce livre-là, c'est qu'en fait Jean ne parle pas, il ne dit rien. C'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle le silence des hommes. C'est-à-dire que Idylle va lui poser des questions, elle va essayer de le connaître, parce que ce ne soit pas juste qu'un flash, enfin un coup de foudre physique, on va dire. Voilà, elle veut autre chose, elle veut développer une histoire, elle veut apprendre à le connaître, savoir ce qu'il pense, ce qu'il ressent, mais il ne dit rien. Et donc c'est ça qui est dingue dans ce bouquin-là, c'est qu'il y a 200 pages, et c'est 200 pages sur le silence. Donc c'est assez paradoxal. J'ai beaucoup aimé le style d'écriture de Christine Orban. Ça m'a donné envie de lire d'autres romans d'elle, du coup, pour voir un petit peu ce qui se passe dans d'autres romans. Donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Donc on va être dans la tête d'Idylle et qui va se questionner sur cet homme, pourquoi il ne parle pas, est-ce qu'elle se fait des idées, est-ce que cette histoire peut les amener à quelque chose, enfin voilà, est-ce qu'ils peuvent tout simplement construire ou pas. Donc voilà, c'est un roman qui m'a vraiment beaucoup plu. En plus, il y a tout un peu un côté psychologique. Alors, peut-être parce que je suis une femme et la façon dont je l'ai lu, moi j'ai trouvé du coup qu'entre les deux personnages, il y avait un peu un rapport de dominé-dominant, donc lui notamment qui la domine. Et c'est vrai que ça a renvoyé à certaines choses que j'ai pu connaître. Donc du coup, ça fait, voilà, ce livre a fait écho. Alors, est-ce que du coup, c'est pour ça qu'il m'a vraiment plu et il m'a permis de me questionner sur pas mal de choses. Donc voilà, après, ça serait intéressant que j'ai le retour d'autres personnes sur ce roman-là, que ce soit des hommes ou des femmes, pour voir un petit peu comment ils l'ont perçu. En tout cas, voilà, c'est une lecture qui m'a fait pas mal réfléchir. J'ai trouvé ça quand même vachement fort d'écrire 200 pages sur le silence, parce que bon, voilà, c'est quand même vraiment, je trouve, un certain talent quand même de le faire. Et voilà, et il se lit très très bien. Voilà, en plus il y a des petits chapitres courts comme ça où en fait Idylle se confie à sa meilleure amie Clémence, etc. Donc du coup il y a ces dynamiques bizarrement dans ce silence qui est pesant. Voilà, c'est une lecture très dynamique. Donc vraiment pas mal du tout. Ensuite j'ai lu celui-là, Max de Sarah Cohen Scalie. Alors, donc je vais vous dire un petit peu le pitch. Vous en avez peut-être entendu parler, il a fait pas mal de bruit ce livre-là, ça a été un gros succès. Donc en fait, ça va parler du projet Lebensborn pendant la Seconde Guerre mondiale. Et moi, je dois avouer que j'ai découvert ce gros bordel, que sont les Lebensborn. Donc en fait, c'était un projet de l'Allemagne nazie, qui a commencé avant la Seconde Guerre mondiale. Le projet a commencé dans les années 30 et réellement en 36. Donc en fait, l'idée, c'était de peupler l'Allemagne et les pays qui seraient soumis à la domination allemande par une race pure. Et donc en fait, l'idée, c'est d'avoir des femmes qui répondent à certains critères physiques, donc pour l'idée de la race aryenne, la race supérieure, et d'avoir pareil pour les pères, et donc de créer des enfants, en fait, les enfants du Troisième Reich qui seraient parfaits en tout point et qui correspondraient à des critères bien précis, bien définis pour repeupler finalement que ce soit l'Allemagne et les pays autour, une fois qu'il y aurait eu l'extermination de multitudes de populations, à commencer par les Juifs, les Tziganes, etc. Donc moi, c'est un projet, franchement, je ne m'en ai jamais entendu parler. Je ne savais même pas qu'une telle atrocité
avait pu être mis en place. Et donc du coup, ce roman-là nous permet de suivre les aventures de Max. Donc c'est un roman fiction, mais basé sur les faits réels. Et notamment la construction des personnages. Elle s'est inspirée de plusieurs personnes qui ont réellement existé. Donc ce qui renforce énormément le côté très prenant de ce roman, en fait, puisqu'on se dit, bah, mon Dieu, ça a existé. Donc voilà. Donc on suit l'histoire de Max, qui est le premier bébé à être né dans le Lebensborn. Et donc en fait, c'est assez alors marrant façon de parler, c'est-à-dire que le roman commence, on est avec Max, mais Max est dans le ventre de sa mère en fait. Donc déjà, on est dans la tête de ce bébé alors qu'il n'est pas encore né. Et donc on va voir le cheminement de cet enfant qui, bien sûr, est conditionné par l'armée allemande, qui va être élevé sans sa mère et qui ne connaîtra bien sûr jamais son père, puisqu'en fait, bah, les femmes, bah, elles sont violées hein, en fait hein, pour du coup faire ses bébés. Et donc voilà, on va suivre Max, qui va grandir au fur et à mesure, donc avant la guerre et puis pendant la Seconde Guerre mondiale, avec du coup toute cette idéologie qu'on lui a mis dans la tête. Il ne connaît que ça. Donc Max, ça va être à la fois un enfant qu'on va plaindre, parce que nous, avec le recul, quand on lit ça, voilà, et ça va être en même temps un enfant qu'on va avoir du mal à apprécier, à s'attacher, puisque du coup, bah encore une fois, quand on voit tout ce qui va se passer, on se dit, c'est pas possible, quoi. Donc c'est ça qui est assez dingue, c'est que d'ailleurs il y a une critique derrière le livre qui dit on adore détester Max et on ne déteste pas l'adorer. Ben c'est un peu ça, c'est vraiment ça d'ailleurs. Donc c'est vraiment un roman que je recommande autant pour les adultes que pour les ados, pour apprendre ce qui s'est passé, toute une partie de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale qu'on ne nous enseigne pas encore une fois à l'école. Et c'est vrai que je me rends compte qu'avec la littérature, enfin c'est quand même incroyable tout ce qu'on nous raconte pas quand même. Donc ça se passe en Allemagne, mais en fait les Lebensborn, il y en a eu dans tous les pays occupés. Donc en Pologne, même en France, il y en a eu en France quoi. Donc c'est juste quand même dingue. On choisit vraiment de nous raconter quand même ce qui, enfin certaines parties quoi. C'est, enfin moi ça m'a choqué quoi. Ça me choque à chaque fois que j'apprends des trucs sur la Seconde Guerre mondiale. Je me dis quand même, enfin merde quoi. C'est pourquoi est-ce qu'on choisit des morceaux choisis? On nous conditionne sur une certaine vision des choses. Donc vraiment, je vous recommande ces lectures-là pour vous faire une vision plus globale des choses. Et bien sûr, ce que je dis là pour la Seconde Guerre mondiale, c'est valable pour tous les événements historiques, hein, pour vous faire vraiment votre propre opinion de certains faits qui se sont réellement passés et pas juste avoir la version conditionnée par l'État avec l'éducation nationale, quoi. Donc passionnant, vraiment. Mon chéri l'a lu, il a adoré ce bouquin. Quand on met le nez dedans, généralement, on n'en sort pas. Enfin, moi, je l'ai lu en 2 jours. J'étais vraiment captivée, vraiment passionnant. Ce qui s'est passé, le conditionnement de ces enfants et vraiment la volonté derrière de Hitler et de toute sa clique pour, du coup, repeupler le monde avec leur vision des choses, quoi. C'était vraiment terrifiant quand même ce qui se jouait pendant cette Seconde Guerre mondiale. Donc vraiment très 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 bien. Du coup, quand j'ai terminé Max, j'ai enchaîné avec Orphelin 88. Alors, c'est la suite directe et en même temps pas la suite directe. C'est-à-dire que ça va être la suite directe dans le sens où on va être avec les enfants du Lebensborn après la Seconde Guerre mondiale, parce que qu'est-ce qui s'est passé avec ces enfants? Bah, une fois que l'Allemagne a capitulé, voilà, parce qu'en fait, il y en a eu mais des centaines et des centaines d'enfants qui sont nés dans ces Lebensborn, donc c'est quand même dingue. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces enfants, donc certains sont nés dans les Lebensborn, mais en plus, il y en a d'autres, donc ça, on l'apprend dans ce livre-là, et en fait, c'est l'histoire donc de ce petit garçon qu'on va suivre, des enfants qui correspondaient physiquement, donc l'enfant modèle du Troisième Reich, on va dire, qui ont été volés dans les
les pays, les villes et tout qui ont été volées dans les pays autour de l'Allemagne. Donc des petits Polonais, des petits Français, des pays du Nord, etc. Dès qu'ils correspondaient physiquement à ce que, à l'enfant type, ils étaient arrachés à leurs parents et du coup ils étaient mis dans ces écoles spéciales et ils étaient lavage de cerveau, etc. Donc du coup on suit l'histoire d'un enfant en particulier dans Orphelin 88 qui du coup ne sait plus qui il est. Il a complètement oublié qui il était tellement il a été conditionné par le Troisième Reich. Donc du coup c'est pareil dans Orphelin 88. Donc c'est pour ça que c'est la suite directe sans être la suite directe puisque du coup on n'est pas avec Max, on est avec d'autres enfants. Mais du coup, en fait c'est qu'est-ce qui s'est passé pour tous ces enfants à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc autant les enfants issus des Lebensborn que des enfants qui se sont cachés ou débrouillés tout seuls pendant la Seconde Guerre mondiale et des enfants juifs qui ont survécu au massacre des camps. Donc on va être avec tous ces enfants-là, voir l'horreur que ça a pu juste être. Donc attention d'ailleurs c'est même pas les âmes sensibles parce que franchement ces deux bouquins-là, ça ne peut que vous retourner l'estomac et vous serrer le cœur quoi. Là franchement moi quand je lisais j'ai ressenti une multitude d'émotions de la colère par rapport à tout ce qui s'est passé, de l'incompréhension, de la tristesse. Du coup ça a chamboulé. Mais c'est passionnant parce qu'on apprend ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale et après la Seconde Guerre mondiale. Pareil. Alors je suis très très naïve, je pense, mais une fois que par rapport à ce qu'on m'a enseigné à l'école, etc. Une fois que la Seconde Guerre mondiale était finie, moi je m'imaginais bien naïvement, en France, la vie reprend tranquillement ses droits, les gens rentrent dans leur maison, les fermiers font leur boulot, les gens réouvrent les usines, la meuf qui avait une vision complètement naïve de ce qui s'est passé. Et en fait, je ne m'étais jamais posé la question de qu'est-ce que sont devenus les survivants des camps, comment il a fallu qu'ils reviennent, comment ils ont vécu tout ça, comment donc les enfants qui n'avaient plus de parents, qui n'avaient plus de famille pour un grand nombre ont dû se construire, ont dû réapprendre à vivre, en fait toute l'atrocité que ça pouvait être et sans parler de ce qui s'est passé dans des pays comme la Pologne, oui notamment la Pologne, où il y a eu d'autres atrocités qui se sont passées après la guerre. Donc je vous dis rien parce que c'est raconté dans le roman. Moi vraiment je me rends compte que j'avais une vision genre bisounours quoi. Franchement la guerre est finie, super, tout le monde s'aime. Non mais des fois je me dis mais je suis quand même je suis con quoi quand même. Hein. Donc c'est vrai que ces deux romans là, que ce soit Max et Orphelin 88, ils m'ont mis une bonne claque dans la tronche. Ça m'a remis les idées bien en place. Et j'ai appris plein de choses super intéressantes. D'ailleurs, ça a permis aussi d'engager la discussion avec mes filles, puisque du coup, je refuse qu'elles aient une vision édulcorée de ce qui s'est réellement passé et du coup, ce qui explique aussi comment notre monde moderne s'est construit par rapport aux racines de la Seconde Guerre mondiale quand même. Donc voilà. Donc bref, je pense que vous aurez compris que j'ai vraiment adoré ces deux romans. Ils sont très durs, mais ils sont vraiment nécessaires à mon sens. Il faut les lire pour comprendre plein de choses, se remettre également en question, nous, avec notre vision de maintenant. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé et je le recommande à 10 000%. Les deux romans, je les recommande à 10 000%. Voilà. Après, j'ai lu... Alors là, on bascule dans un autre style. Hein. Alors, c'est première tombe... c'est Charlie Davidson, première tombe sur la droite de Darinda Jones. Quoi dire de ce roman? Donc, on est avec Charlie Davidson qui est une enquêtrice et en même temps une faucheuse. Donc ça, c'est plutôt sympa. Voilà, c'est une héroïne du coup qui reçoit les morts chez elle et qui du coup doit les aider à passer dans l'au-delà. Mais des fois, ça se fait pas
tout seul, elle est obligée de les aider à accomplir des choses sur Terre avant qu'ils basculent, qu'ils acceptent de partir. Donc ça, le concept de départ, il est assez sympa. Et donc notamment, elle va devoir enquêter sur la mort de 3 avocats qui du coup refusent de passer dans l'au-delà et qui restent bloqués sur Terre. Donc elle va les aider à comprendre, voilà, qui les a tués, pourquoi, etc. Donc ça c'était pas mal. Par contre, un truc qui me saoule, c'est qu'encore une fois, dans ce genre de roman, on peut pas s'empêcher. L'héroïne, comme par hasard, elle fait des rêves érotiques à propos d'un mec, on sait pas qui c'est. Voilà, donc ça la perturbe. Bon, forcément, en même temps, hein, si on commence à prendre sa douche et qu'il y a un mec qui commence à débouler dans notre tête, voilà, aussi, il y a de quoi être chamboulé. Mais voilà, donc du coup, elle va se demander, mais qui c'est, je le connais pas, et tout, etc. Elle va chercher à savoir qui est ce mec qui hante sa tête. Et là, voilà, moi, toute cette partie-là, alors heureusement, c'est pas la partie la plus importante du roman. Moi, ça me saoule parce que alors c'est bon quoi, les héroïnes avec des mecs super sexy, virils et tout ce que vous voulez, qui viennent faire succomber la meuf en l'embrassant et en lui faisant l'amour, c'est bon quoi. J'ai l'impression d'avoir lu 15 000 fois le même style. Donc ça, du coup, j'ai trouvé ça dommage parce que l'aspect faucheux, j'ai trouvé ça sympa et assez original. Voilà. L'histoire en plus d'enquête policière est pas mal menée, donc c'est assez bien, c'est assez dynamique et tout. Mais alors le côté à côté bad trip de qui vient dans ma tête, voilà, il m'empêche de dormir et de rêver. Voilà. Bon, alors il y a plusieurs histoires. Donc là, celui-là, c'est première tombe. Comment il s'appelle? Première tombe sur la droite. Donc je sais qu'il y a première tombe sur la gauche et je sais qu'après il y en a d'autres. Donc peut-être je dirais première tombe sur la gauche, pour voir si éventuellement cette histoire de mec qui vient la perturber dans son sommeil et dans ses pensées, ça évolue et peut-être que du coup ce sera un peu moins cucu à mon goût. Mais bon, vous voyez, je me suis pas précipitée, j'ai même pas lu, alors que souvent, voilà, je suis pas forcément réfractaire à ce genre de roman parce que j'en ai déjà lu plein dans les années passées, etc. où j'ai pu avaler les différents bouquins de la saga. Mais là, alors soit peut-être que j'en ai trop lu par le passé, c'est possible. Ou alors là, il n'y a pas l'ingrédient qui fait que j'ai vite envie de lire la suite. Voilà, c'est un peu comme les chroniques de Crinard là, que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. Voilà, j'ai un peu l'impression finalement que c'est toujours un peu la même chose. La super nana, le super beau gosse. Ah non, oui, je t'aime. Ah non, notre amour n'est pas possible. Tout le monde est contre nous. Voilà. Donc bon, peut-être je lirai quand même la suite pour voir, parce que des fois on a des bonnes surprises aussi, ça, voilà, ça évolue, mais comme ça, bon, voilà. Donc, si vous avez lu d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, hein, peut-être que j'ai peut-être une mauvaise vision des choses, hein, c'est possible, hein. Mais bon, en tout cas, voilà mon ressenti. Donc l'aspect enquête et tout, j'ai vraiment bien aimé. La deuxième aspect, bon, vous aurez compris que voilà, je sature un peu de ce genre de couple, on va dire. Voilà. Donc à voir si éventuellement ça évolue ou pas. Mais bon, je vais pas non plus j'ai tellement de livres à lire que c'est clair que je vais pas m'empresser pour lire la suite non plus. Alors, le livre suivant. Donc j'ai lu celui-là. Dans le murmure des feuilles qui dansent de Agnès Ledig. Donc je vous ai déjà parlé plusieurs fois des livres d'Agnès Ledig l'année dernière ou même le mois d'avant avec Marie d'en haut. Alors autant j'avais été un petit peu mitigée sur Marie d'en haut, notamment par rapport à la fin du roman, autant celui-là je l'ai kiffé du début à la fin. Voilà. Donc on est avec Anaëlle qui est en train d'écrire son premier roman et pour ce faire va solliciter son ancien prof de la fac qui est un procureur et du coup par l'échange de lettres, voilà, ils vont échanger, puis la correspondance va vriller un peu, ils vont apprendre à se connaître, à se séduire, etc. Voilà, ils vont se charmer un peu. En parallèle de ça, on va avoir Thomas qui est passionné des arbres, il est menuisier, il a voilà un amour inconditionnel pour la nature et il a surtout un petit frère qui est à l'hôpital puisqu'il est malade, il a une leucémie. Donc on va suivre en parallèle l'histoire d'Anaëlle avec le procureur et leurs échanges de courriers. Thomas,
son amour pour la nature et surtout l'amour qu'il a pour son petit frère malade. Et donc le fait qu'il met sa vie entre parenthèses pour... en gros, sa vie, c'est le boulot la journée, et dès qu'il a terminé, il va s'occuper de son petit frère à l'hôpital pour prendre le relais des parents de son petit frère. Enfin voilà, c'est vraiment donc comment dire, on a vraiment deux personnages très très forts, donc chacun de leur côté. Puis il va y avoir un événement qui va faire qu'ils vont se rencontrer de façon complètement c'est le hasard qui va faire qu'ils vont se rencontrer et ils vont évoluer. Donc de deux chemins complètement a priori séparés, à un moment, hop, ils vont se rejoindre et il va se passer des choses. Voilà. Donc j'en dis pas trop pour pas trop non plus spoiler le roman, mais elle a vraiment un talent, Agnès Lodic, pour avoir une multitude de personnages qui vont vivre des choses très personnelles, très fortes. Et elle va toujours arriver à faire que, à un moment donné, tout se recoupe, tout s'explique. C'est vraiment quelque chose que j'aime dans son écriture, dans sa façon de construire les romans. Je trouve ça à chaque fois super bien fait, vraiment passionnant. Là, dans ce roman-là, on va parler donc de maladies, de cancer, d'enfants. Donc c'est très très dur, c'est très très fort. On a les émotions pareilles qui sont bien qui sont mis à rude épreuve. Ça va parler de handicap, et là-dedans il va y avoir de l'humour, il va y avoir de l'amour. Enfin, c'est vraiment un très très beau roman, de très très belles émotions. Un gros coup de cœur que ce roman d'Agnès Lodic, vraiment. Je vous le recommande. Si vous aimez cet auteur ou si vous ne la connaissez pas, allez-y. Franchement, c'est un très très beau roman. Ensuite, j'ai terminé d'ailleurs plutôt le mois de mars par la lecture de En famille de Hector Malot. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'au début, je voulais relire Sans famille, avec l'histoire de Rémi sans famille, que vous devez connaître. Et en fait, en le cherchant dans ma liseuse, ça m'a mis En famille. Puis je me suis dit, oh bah tiens, c'est peut-être un autre nom que je connais pas de Sans famille. Quoique je suis un peu kikiche quand même des fois, parce que Sans famille, En famille, bon bref. Et au final, c'est pas du tout l'histoire de Rémi, puisque c'est l'histoire de Perrine, une enfant qui a 10-11 ans, et qui va se retrouver, donc c'est écrit en 1900, voilà, on est basé à peu près dans le Paris du 19e siècle, du commencement du bouleversement de l'industrie, etc. Et donc on va être avec Perrine qui, orpheline, va aller à la rencontre de son grand-père paternel, qui habite dans un village dans le nord de la France, qui ne la connaît pas. Et Perrine sait que son grand-père était fâché avec son papa, qu'il n'aimait pas sa mère, et donc elle se retrouve toute seule, sans rien, et donc elle va essayer d'aller voir ce grand-père et de voir si c'est possible ou pas de construire leur famille ensemble. Donc on suit les aventures de Perrine. Alors du coup, ce que j'ai adoré, c'est l'écriture. Ça m'a fait un bien fou de lire une écriture du 19e. Les mots en vieux français, les tournures de phrases super réfléchies, les adjectifs très bien choisis. Enfin, c'était chouette de lire un livre un peu vieux pour ça. C'était vraiment très agréable du coup de se replonger dans dans le vieux français entre guillemets. Donc là-dessus, c'était vraiment chouette. Et après, comme Sans famille que j'avais adoré avec l'histoire de Rémi et tout ce qui peut lui arriver, En famille c'est pareil, c'est vraiment bien construit comme histoire. Donc on suit Perrine, tout ce qui lui arrive sur les chemins de France et de Navarre pour arriver du coup déjà où se situe son grand-père. C'est un grand propriétaire, il est dans le textile et donc il a des industries et clairement il fait vivre toute la région.
Donc c'est vraiment le patron au sens que ça pouvait avoir au 19e siècle qui fait vivre tous les villages, toutes les villes environnantes. Donc voilà, donc c'est un personnage vraiment très très important. Et donc Perrine arrive dans l'usine et comme elle veut pas dire qu'elle est la petite fille, enfin qu'elle est sa petite fille du coup, elle se fait passer pour tout simplement une enfant qui est orpheline et qui cherche du travail. Et donc elle est engagée dans l'usine. Et donc on va voir Perrine par rapport à son intelligence, son ingéniosité, devenir un petit peu en fait indispensable et rencontrer notamment donc ce fameux patron et devenir indispensable pour lui. Et donc c'est par ce biais-là qu'elle va faire la connaissance de son grand-père. Et donc c'est vraiment un très très beau roman. J'ai autant par l'écriture et par l'histoire, j'ai vraiment aimé lire ce livre. Et du coup, ça m'a donné encore plus envie de relire cette fois-ci sans famille. Je me ferai pas avoir quand je le récupérerai. Mais voilà, vraiment, c'est un bon auteur, hein. Hector Malot, vraiment, il a fait des bons romans. Hein. Pour les deux que j'ai lus, un quand j'étais enfant et même donc celui-là adulte. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié et en famille j'ai dit à ma fille, ma petite elle est peut-être un petit peu trop petite encore, notamment par rapport au vieux français pour tout comprendre, mais j'ai dit à ma fille aînée que ça serait cool qu'elle le lise parce que voilà, ça lui montrerait d'autres tournures de phrases, un autre style et en même temps une histoire vraiment captivante où on a envie de voir ce qui se passe avec Perrine dans cette France du 19e siècle où l'industrie prend une place super importante. Donc voilà. Donc je vous le recommande si vous l'avez jamais lu, vous passerez un bon moment. Ça c'est très très bien et voilà. Et donc allez-y, je pense pas que vous serez déçus. Donc voilà pour les lectures du mois de février et mars. Donc comme d'habitude, je vais vous dire dans quelle catégorie j'ai rangé tout ça par rapport à mon défi. Alors, donc, Max, je l'ai mis dans un livre dans lequel il y a une naissance. Hein, oui, vu que Max c'est un peu le premier bébé qui naît dans les Lebensborn, on est bien dans cette catégorie. Ensuite, j'ai mis celui-là dans la catégorie 5, un roman épistolaire, hein, puisqu'il y a quand même toute une grosse partie de correspondance d'échange de lettres. Ensuite, j'ai mis celui-là, donc le silence des hommes. Donc dans la catégorie 20, un livre ayant une couverture sans image. Voilà. Ensuite, j'ai mis l'arbre du pays Toraja. Dans la catégorie 32, un livre qui était prévu pour le défi 2018 mais qu'on n'a pas eu l'occasion de lire. Voilà, parce qu'effectivement il était dans ma pile à lire depuis un petit moment. Ensuite, donc le livre En famille de Hector Malot, je l'ai mis dans la catégorie 43, un livre dont le titre ne contient pas de verbe. Tout simplement. Après, donc Premier ton sur la droite, je l'ai mis dans la catégorie 55, un livre de fantaisie. Après, Orphelin 88, je l'ai mis dans la catégorie 97, un livre dans lequel est évoqué un autre livre. Voilà, parce que je vous dis rien, mais vous verrez que le héros, donc Josh que l'on suit, voilà, il nous parle de pas mal de livres. Et enfin, j'ai mis Chère mamie de Virginie Grimaldi dans la catégorie 100, un livre qui contient une ou des photos. Et oui, puisqu'en fait, à chaque fois qu'elle correspond avec sa grand-mère, elle nous met la photo qui illustre en fait sa correspondance. Voilà. Donc, ce qui nous fait un total donc, de 3 livres en février et de 5 livres en mars. Donc, en total de 8. Et au global, depuis le mois de janvier, j'en suis à 12. Voilà. Hop. Donc, comme d'habitude, je vous mettrai toutes les infos, références dans la barre d'infos. N'hésitez pas à liker, hein, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si c'est pas encore fait. C'est toujours gratuit, hein, donc voilà pourquoi s'en priver. Ça fait plaisir aussi. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis voilà, c'est tout. Je vais arrêter de parler. Allez, à bientôt. Bisous.